première vidéo de présentation de résultats de travaux de recherche sur les réseaux de neurones. L'idée de départ était au travers de toute cette actualité de ChatGPT, savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec des réseaux de neurones et ce que ça impliquait d'en mettre en œuvre un. Et est-ce que c'était compliqué, pas compliqué, qu'est-ce qui existait, etc. Donc, déjà, pour commencer ce genre de sujet, il nous faut quelque chose à modéliser et qui soit éligible à pouvoir exploiter l'intérêt d'un réseau de neurones. Donc, on a la chance de travailler sur un domaine où, en fait, on fournit des solutions informatiques pour pouvoir faire du secours à personne, que ce soit pour des pompiers, pour de la police, pour des sites industriels, etc. Donc, on a des gens qui ont des besoins d'assistance, soit des détresses vitales, soit des demandes un peu plus légères, mais sur lesquelles il faut qu'on réponde, que nos systèmes répondent en proposant, il faut partir avec telle et telle personne et avec tel et tel engin en fonction de la problématique. Donc ça, il y a des doctrines d'emploi, c'est différent selon les différents clients, donc c'est très compliqué. Et là, on se dit que peut-être le réseau de neurones a un intérêt, parce qu'au travers d'exemples, on pourrait former une machine à pouvoir prêter assistance aux opérateurs qui doivent gérer ça. Donc on va partir sur un exemple très simple. On va dire que l'on a 4 compétences dans le système. Donc, c'est vraiment très très loin de la réalité, mais c'est un travail de recherche. Donc on va avoir une première compétence qui peut correspondre à une compétence de conducteur, une deuxième qui correspond à la compétence de chef d'agré sur un type de véhicule 1, la deuxième qui correspond au chef d'agré sur un type de véhicule 2, une compétence 4 qui correspond à l'équipier et qui est valable pour les véhicules 1 et 2. On va demander dans notre réponse 2 véhicules. Donc sur le premier véhicule, il va nous falloir la compétence C1, C2, C4. Il nous faut un conducteur, un chef d'agré et un équipier. Même chose pour le véhicule 2, sauf qu'il nous faut la compétence C3, parce qu'on est sur un type de véhicule 2, donc il nous faut la compétence chef d'agré 3, donc C3. On va modéliser ça, on va dire que l'on dispose de 7 personnes, que pour chacune de ces personnes, elles peuvent avoir une ou 4 des compétences que l'on vient de décrire. Donc ça va de 1 à la totalité des compétences. Et on va définir qui a les compétences. Chaque ligne correspond à un cas d'usage. Et on va spécifier sur cette partie-là la réponse que l'on attend par rapport à ce contexte-là. Donc on va définir différents contextes et on va définir différentes réponses en fonction des contextes et que j'ai regroupé par code de couleur, mais on présentera ça dans une autre vidéo. Donc là, on va retrouver que la personne 3 a la compétence C3, la personne 2 a la compétence C4, la personne 3 a la compétence C1, etc. Donc on a une compétence par personne dans le premier exemple. Ça permet de mieux comprendre. Mais effectivement, on voit que sur la ligne d'après, par exemple, la personne 1 a 2 compétences, la C3 et la C4. Et donc là, on va dire, OK, la compétence C1, je vais aller chercher sur la personne 3, parce qu'effectivement, elle a la compétence 1. La compétence C2, pour le véhicule 1, je vais aller la chercher sur la personne 4, parce qu'effectivement, elle a la compétence, etc. D'accord ? Donc ça nous a permis de faire une modélisation comme ça. Et ça va être le fichier de données qui va être donné au réseau de neurones pour se former. Et après, on verra comment, quand on lui injecte les données, il se comporte et quelles erreurs il est susceptible de faire. Petit programme en Java, très simple, qui va venir lire ici un certain nombre de paramètres. Donc on va avoir le paramètre d'inertie. Dans cet exemple-là, je ne l'utilise pas. On fera une autre vidéo avec le paramètre d'inertie. Le nombre de fois où on fait la lecture du fichier pour faire l'imprégnation et l'apprentissage. Là, on va le mettre à 0 pour montrer que si on ne fait pas d'apprentissage, ça ne marche pas. Learning rate, c'est la vitesse à laquelle la machine va apprendre. Donc ça va d'un environnement de 0,0001 à 1, domaine infini. Là, il est positionné à 0,1, mais on va le bouger, on verra ce que ça donne. Numéro de la dernière ligne du fichier data, parce que j'ai commencé à constituer un fichier de données un peu important. Là, on va s'arrêter à la ligne 11. On va prendre que ces premiers exemples-là dans un premier temps pour limiter les temps de calcul et donc limiter la durée de la vidéo sur une première présentation générale. Le nombre de paramètres que l'on a en sortie, ça va se trouver ici, donc ça veut dire 1 bit par compétence par véhicule, et la même chose en entrée, 1 bit par compétence et par personne, c'est ce que l'on va retrouver ici.
Après, on va définir le nombre de couches. Donc un réseau de neurones peut être sur 2 dimensions, hein, une dimension horizontale et une dimension verticale. Le nombre de couches, c'est la dimension horizontale. Donc on a une couche d'entrée et une couche de sortie. Ça, c'est immuable, c'est minimum 2. Et après, on va définir un nombre de couches intermédiaires, ce qu'on appelle les couches cachées. Donc là, on est 4, donc 2 couches cachées, une couche d'entrée, une couche de sortie. On va définir pour chacune des couches le nombre de neurones qui se situent dans les couches. Ça, c'est la dimension verticale. On va mettre 28 neurones, ce qui correspond au nombre de paramètres d'entrée pour la première couche, et après le même nombre de neurones que ce qu'on a de paramètres de sortie, à savoir 42, pour les 3 couches suivantes, pour aller jusqu'à la 4. Donc on ne va utiliser que ces paramètres-là dans ce premier exemple. Et après, on va avoir la fonction d'activation. Donc le programme de démonstration va permettre d'utiliser différentes fonctions d'activation pour chaque neurone. Alors là, on va le faire par couche et non pas par neurone. Là, on va utiliser, dans l'exemple, toujours pareil, dans un premier exemple, on va limiter. On va fonctionner uniquement avec la fonction sigmoid. Ok, on y va. On va lancer donc le petit programme Java qui va venir lire le fichier que je viens de décrire ici. Donc, pour rappel, on a 0 passe d'apprentissage, donc forcément, on va retrouver des erreurs partout. Donc, il initialise des 1 partout. Donc, il y a des valeurs qui sont initialisées de façon aléatoire au démarrage du programme. Donc, on ne part pas du même point de départ sur chaque itération, donc il y a toujours une part de flou dans les réseaux de neurones. Mais ça, je pense que l'actualité l'a beaucoup décrite. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Alors maintenant, on va commencer à le faire apprendre. On va faire une première passe d'apprentissage. Première passe d'apprentissage, on voit que ça ne lui suffit pas. Il fait toujours beaucoup d'erreurs. Alors, il fait toujours beaucoup d'erreurs parce que une passe d'apprentissage, ça ne lui suffit pas, ou il n'apprend pas assez vite. On va essayer de le faire apprendre beaucoup plus vite. Et là, on voit qu'il ne fait plus d'erreurs. Une passe d'apprentissage, mais avec un pas d'apprentissage extrêmement grand, on voit que ça lui suffit sur cet exemple, encore une fois, très simple. Maintenant, alors bien sûr, j'ai fait des arrondis, hein, mais pour faire toute la mise au point, on voit évoluer chaque décimale, et ce qui permet de faire une synthèse comme ça assez rapide. Mais derrière, il y a eu beaucoup d'essais, bien évidemment. Maintenant, on va prendre un jeu de données un peu supplémentaire. On va aller jusqu'à la ligne 19, ce qui va nous permettre d'avoir des configurations différentes et des résultats attendus différents pour complexifier un petit peu la problématique. Parce que sinon, c'est quand même effectivement ultra basique. Donc là, on est toujours une passe d'apprentissage et un grand pas. Et là, on voit qu'il commence à faire des erreurs. Parce que peut-être qu'une passe, ça lui suffit pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de passes d'apprentissage, donc le nombre de fois où, encore une fois, il va lire le fichier. Il fait toujours des erreurs. Donc c'est peut-être qu'il va trop vite. Et que donc, en fait, il saute la bonne réponse. Donc on va prendre quand même une valeur beaucoup plus raisonnable, même si elle reste énorme dans l'absolu de la littérature que j'ai pu lire sur Internet. On va voir un petit peu comment il se comporte. Toujours pas suffisant. On a toujours des cas en erreur. Il a bien lu le nouveau paramètre. Et on va lire plusieurs fois le fichier et on va donc imprégner de manière plus importante. Et on n'a plus d'erreur. Donc on voit l'importance des paramètres et comment ça peut influer sur le résultat final. Sachant que là, le système est formé, en théorie. Donc normalement, là, je pourrais refaire
une vidéo avec des données différentes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une donnée comme ceci. Je vais faire une modification. C'est pas complètement aléatoire, hein, ça obéit à une certaine logique. Pas besoin de faire beaucoup de modifications pour montrer que ça peut fonctionner. On va faire quelque chose comme ça. On va l'enregistrer. On va le former toujours que sur la ligne 19. Mais par contre, on va aller lui faire un test sur une ligne supplémentaire. Donc on va lui injecter une donnée sur laquelle il n'a pas été formé. Il ne fait pas d'erreur. Donc ça veut dire que le modèle est bien formé et que donc on peut lui rajouter une donnée sur laquelle il n'a pas été formé et pourtant il va aller trouver le bon résultat. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On reviendra avec d'autres vidéos beaucoup plus ciblées sur différents sujets des réseaux de neurones. Mais voilà, premier résultat d'un travail de recherche qui nous permet de valider un certain nombre de concepts à partir d'une feuille blanche, encore une fois, c'est important. Merci, à bientôt.